Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le message, c'est qu'il faut surveiller les jeunes filles et les femmes qui ont un syndrome de Turner toute leur vie, même si elles n'ont pas eu de coarctation ou de bicuspidie aortique, a fortiori si elles en ont eu, puisque coarctation et bicuspidie constituent les deux principaux facteurs de risque de dissection aortique avec l'âge. Et donc il faut les surveiller et il faut aussi les opérer plus tôt en fonction du diamètre de l'aorte que la population générale, pour des raisons tout simplement de rapport entre l'aorte et la surface corporelle de ces femmes qui sont souvent petites. Et puis, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre d'anomalies morphologiques de l'aorte. Donc, syndrome de Turner, vous avez tous fait le diagnostic, ça a été rapide, très vite. Coarctation, tout le monde le sait, bicuspidie, tout le monde le sait. Mais dissection, c'est le seul véritable problème aujourd'hui. Donc, une maladie bien connue, mais le fait que ces femmes vieillissent, le fait qu'on puisse, dans certains cas, les aider à avoir des enfants dans certaines anomalies du chromosome X, fait qu'il faut s'en occuper de façon différente. Bon, un tout maigre, le visage allongé, le pectus excavatus. Oui, donc maladie de Marfan. Donc la maladie de Marfan, vous savez que c'est une maladie qui est liée à des mutations dans une protéine de la matrice extracellulaire qui va participer à l'organisation de la paroi des artères qui s'appelle la fibrilline 1, et ça participe aussi à l'organisation des os et de la stabilité des os, et c'est la raison pour laquelle les éléments du phénotype sont évidents. Donc il y a une relative grande taille, il y a ces déformations thoraciques, avec le pectus excavatus, la scoliose, et puis les signes majeurs que vous connaissez, qui sont donc le signe du poignet, la possibilité de mettre le pouce ici, et puis éventuellement des déformations des doigts avec des clinodactylies des derniers doigts. Et puis enfin, il y a les anomalies ophtalmologiques avec l'ectopie du cristallin ou la luxation du cristallin qui va nécessiter très souvent des appareillages chez ces enfants. Quel est le problème cardiaque? Le problème cardiaque, eh bien, c'est la dilatation de l'aorte. Voilà, j'ai dit très vite maladie de Marfan, vous savez déjà tout ça. Il n'y a aucun problème. Mais celui-là, eh bien, c'est une maladie de Marfan néonatale. Ce qui est curieux, c'est que la maladie de Marfan, c'est une maladie autosomique dominante. Donc elle est transmise de façon autosomique dominante. Parfois, elle est bien sûr de novo, mais le Marfan néonatal, c'est toujours une maladie de novo. Donc les parents sont normaux, ils n'ont rien. Et d'ailleurs, si vous regardez la première photo du patient qui a été publiée par M. Marfan, c'est une photo qui a été prise à l'hôpital Necker, parce que Marfan travaillait dans l'hôpital où je suis aujourd'hui, en fait, c'est un Marfan néonatal. Ce n'est pas du tout un Marfan hérité. Et donc le Marfan néonatal, c'est un Marfan qui est un de novo. Donc les parents n'ont pas de mutation, des exceptions dont je ne veux pas discuter, mais les mutations de novo, et qui est beaucoup plus grave. C'est des enfants à qui on va remplacer l'aorte quand ils ont 3 mois. Ils ont des aortes quand ils naissent, l'aorte d'un bébé ça mesure 8 mm, un bébé comme ça, il a une aorte qui fait 24. D'accord? C'est la même taille que la mienne, 24. Donc maintenant je suis vieux, je dois avoir 28, 29. Mais cette morphologie est très particulière, et ça, vous la reconnaîtrez. C'est Marfan néonatal. C'est lié à quoi, ça? C'est lié au fait que la maladie de Marfan, c'est lié à des mutations dans le gène de la fibrilline, mais une mutation dans un gène ne donne pas obligatoirement un phénotype strictement identique, puisque vous savez qu'il y a plein de mécanismes génétiques. Je ne fais pas un cours de génétique, mais il y a soit la dominance négative, ce qui fait que la mutation faux sens, par exemple, va altérer les liaisons entre les différentes protéines, des différents morceaux de la fibrilline et éventuellement avec les autres protéines de la matrice extracellulaire, et permettre la libération du TGF-bêta qui va aboutir donc à la nécrose cystique médiale de la maladie de Marfan. Donc ça va être un petit peu, mais si on a une haploinsuffisance, c'est-à-dire si la mutation empêche complètement la protéine d'être présente, à ce moment-là, même si l'autre allèle fonctionne, c'est pour ça qu'il y a encore des petits bouts verts, eh bien en quantité, il en manque de façon considérable, et le TGF-bêta va être relargué de façon beaucoup plus importante, et la nécrose média de l'aorte va se faire de façon beaucoup plus rapide. Donc il y a des phénotypes qui dépendent du type de mutation au sein du même gène. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des phénotypes avec toujours 3 chromosomes 21, mais le phénotype dépendait des autres gènes. Et là, c'est au sein du même gène. Donc c'est la variabilité au sein du même gène. Maintenant, je vous ai montré cette diapositive, la fibrilline, c'est ce truc vert. Mais ce truc vert, il participe à l'organisation de quelque chose de beaucoup plus complexe dans le métabolisme du TGF-bêta entre la matrice extracellulaire et le noyau, avec un système de transduction. C'est-à-dire qu'il va y avoir une communication entre ces différentes structures
et le cytosol par l'intermédiaire de récepteurs, et puis ensuite un certain nombre de protéines de transduction intracellulaire qui vont aboutir au noyau à la démodification d'expression génique. D'accord? C'est un mécanisme de transduction classique. Ben, si ça c'est fragile, pourquoi d'autres petits bouts de ce système ne seraient pas fragiles et donneraient des phénotypes superposables? D'accord? C'est ce qui a été regardé. Ben, on a trouvé tout de suite le syndrome de Loeys-Dietz. Bon, c'est un dessin, mais le syndrome de Loeys-Dietz, c'est des mutations dans le récepteur TGF-bêta, celui-là. D'accord? Et le syndrome de Loeys-Dietz, ben, ça ressemble étrangement à la maladie de Marfan. La scoliose, le visage long, bon, ils peuvent avoir d'autres anomalies, des formations thoraciques, vous voyez, l'hyperlaxité ligamentaire, et puis ici, bon, ils peuvent avoir des fentes palatines, de la luette bifide, mais ils ont aussi des anévrismes de la paroi aortique, c'est comme ça qu'on les a identifiés. En fait, c'était des Marfans qui n'avaient pas de mutation fibrilline 1. Ben, c'est juste des TGF-bêta. Quand on regarde leur visage, ils ressemblent un petit peu à des Marfans. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait un diagnostic de syndrome évident, comme on ne l'aurait peut-être pas fait dans tous les Marfans. Regardez les photos de Paganini, Lincoln peut-être, Charles de Gaulle, vous les reconnaîtrez, mais ce n'est pas toujours sûr. Et puis, il y a aussi des anomalies donc, squelettiques, parfois beaucoup plus graves, avec des dislocations du rachis ici dans le syndrome de Loeys-Dietz. Et ça. Mais ce qu'on a regardé, c'est que dans le syndrome de Loeys-Dietz, donc luette bifide, la peau fine, donc encore la peau, squelette et cœur, c'est que, contrairement aux Marfans, eh bien, dans le syndrome de Loeys-Dietz, il y a aussi, parfois les artères, elles font des zigzags, elles sont tortueuses comme ça. Et donc, ces associations-là, on les avait trouvées chez des patients qui n'avaient pas d'anévrisme de l'aorte proximale. Et donc, on a regardé, et qui avaient parfois aussi des anomalies osseuses. On a regardé tous les autres gènes, c'est ce qu'ont fait les généticiens, dans cette voie de transduction. Ben voilà. On a trouvé des mutations dans le gène SMAD3. SMAD3, il est ici, d'accord? Donc dans la voie de transduction, et ben ça va donner des patients qui ont les artères tortueuses, parfois des anévrismes, et parfois des anomalies squelettiques qui ressemblent à ce que je vous ai dit dans la maladie de Marfan, avec quelques subtilités. Et puis, curieusement, on a trouvé des patients qui avaient aussi des images comme ça, donc cette tortuosité, plus des anévrismes. Mais il n'y avait aucun gène dans cette voie de transduction. Ben, on a pu décrire d'autres gènes qu'on ne connaissait pas dans cette voie de transduction. On a retrouvé le gène de ces patients-là, qui s'appelle le syndrome des artères tortueuses, bon, et qui, le nom, on s'en fiche un petit peu, hein, c'est toujours des noms comme ça, et on s'aperçoit que ce gène participe aussi à la même voie de transduction intracellulaire. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a deux choses. On a ce qu'on appelle un espace morphologique, un morphospace, comme disent les anglo-saxons, de l'aorte, du squelette et de la peau, éventuellement des yeux dans certaines anomalies. Et puis, on a une voie de transduction qui est altérée dans ces différents composants et qui va donner des phénotypes superposables. Donc là, on a dit que ça aboutissait à l'activation du TGF-bêta. Mais cette voie, les voies, c'est tout le temps des équilibres entre activation et répression. C'est ça la vie. Les choses avancent, et puis après, éventuellement, elles avancent un petit peu moins vite ou elles sont réprimées. En tout cas, dans les différents mécanismes qu'on a tous, dans toutes les régulations, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des gens qui se sont dit, mais est-ce qu'il y a des enfants qui ressemblent à l'inverse du Marfan? Bah ouais, il y en a. Il y a des enfants qui aussi, au lieu d'avoir les valves toutes souples, eh bien ils ont des valves qui sont épaisses. C'est bizarre, ils ont des valves qui s'épaississent, et puis ils sont petits, et puis ils ont la peau épaisse, et puis ils ont les os soudés, et puis etc. etc. Et ces enfants, ben, on les connaît, hein. C'est les dysplasies géléophysiques, ce qu'on appelle les dysplasies acroméliques. Ils ont les doigts tout petits, les doigts boudinés. Dysplasie acromélique, c'est les dysplasies géléophysiques, syndrome de Mir, Weill-Marchesiani, dysplasie acromicrique, etc. Et donc ça a été regroupé là-dedans. Et ben, on a regardé ce qu'ils avaient comme anomalie génétique. Ben, regardez le premier, fibrilline 1. Donc la fibrilline 1, ça va donner la maladie de Marfan classique que vous connaissez tous. La forme néonatale quand il n'y en a pas du tout. Puis il y a d'autres mutations de la fibrilline 1 qui vont en fait empêcher la libération des TGF-bêta. Et à ce moment-là, ils vont avoir une dysplasie géléophysique ou acromicrique ou un Weill-Marchesiani. Donc le contre-type du phénotype, mais tout ça est bien expliqué par le métabolisme des gènes, en fait par comment ça marche. Je vais terminer par deux autres syndromes qui sont plus simples. Celui-là, oui, tout le monde dit Williams-Beren, c'est facile. En plus, on savait qu'on n'a plus le droit d'utiliser des noms d'animaux ou des noms de livres pour décrire les patients, mais on décrivait, on est entre nous. Avant, les enfants avec un faciès d'elfe.
Donc là, il y a Le Seigneur des Anneaux sur Prime, sorti hier. Donc effectivement, si vous regardez, ces enfants ont un visage qui peut ressembler à certains visages utilisés dans ce genre de film. Et qu'est-ce que c'est le syndrome de Williams-Seberen? Le syndrome de Williams-Seberen, c'est un syndrome microdélétionnel, d'accord, qui va donner des atteintes cardiaques que je vais vous montrer brièvement, qui sont la sténose supravalvulaire aortique, puis plein d'autres choses. Des anomalies de la peau qui vont faire les joues tombantes, les lèvres épaisses et fissurées, l'iris stellaire. Tout ça, ça va bien parce qu'on pourrait se dire, c'est encore peau et artère. Donc ça marche plutôt pas mal ensemble si c'était un même gène. Mais en plus, il y a retard mental. Et là, ça va moins bien. Et donc ce qu'on sait, c'est que dans le syndrome microdélétionnel, eh bien, au milieu, il y a le gène de l'élastine qui va expliquer le phénotype artériel et le phénotype cutané, mais que les autres anomalies du syndrome de Williams, l'hypercalcémie néonatale, le retard mental et bien d'autres choses, sont expliquées par la perte d'un fragment de chromosome, et non seulement du gène de l'élastine, qui n'est plus là, mais d'autres gènes. C'est ce qu'on appelle un syndrome de gène contigu. D'accord ? Si on perd qu'un petit bout, on va avoir moins de phénotypes. D'accord ? Donc ça, c'est le syndrome de Williams. Ça va donner donc la sténose supravalvulaire aortique, c'est-à-dire que l'élastine, c'est un constituant majeur de la média, elle va être épaisse, on va avoir un obstacle, on va avoir donc cet aspect qu'on dit en sablier de la région supravalvulaire aortique, avec un obstacle comme vous le voyez juste à cet endroit-là, qu'on va opérer quand il faut. Il y a aussi des atteintes d'autres artères, les artères pulmonaires, les artères coronaires. Pourquoi je vous parle de ce syndrome? Tout ça, vous le savez, encore une fois, on va très vite, c'est le syndrome de Williams. Parce que dans la microdélétion que je vous ai montré tout à l'heure, il y a le gène de l'élastine. Il y a des gens, ils ont tout ce que je viens de dire sur le plan du cœur, mais par contre, ils sont normaux, ils n'ont pas de retard mental, ils n'ont pas d'hypercalcémie néonatale, ils ont juste la sténose supravalvulaire aortique.